Donc bonjour chers étudiants, après avoir vu les bases de l'optique géométrique et après avoir abordé certaines généralités sur la lumière, ainsi que les systèmes optiques centrés, à savoir les systèmes plans, systèmes dioptriques, catadioptriques et catoptriques, on aborde aujourd'hui le chapitre 4 qui va porter sur les miroirs et dioptres sphériques. Et donc on va attaquer dans une première section les miroirs sphériques. Donc considérons une sphère de centre C et de rayon R. Donc on découpe une calotte sphérique et on obtient ce qu'on appelle le miroir sphérique. Donc on pourrait définir ce dernier par une portion de surface sphérique de centre C, de sommet S et de rayon R. Donc R est égal à SC qui est une distance algébrique qui suit le sens de propagation de la lumière. Donc cette droite CS représente l'axe principal du miroir. Bien évidemment, il existe deux types de miroirs sphériques. Le premier, appelé miroir concave, est caractérisé par une distance algébrique SC négative. Donc si on considère le sens de propagation de la lumière de façon conventionnelle de gauche vers la droite, SC est négative et le centre C se trouve en face de la face réfléchissante. Tandis que pour le miroir convexe, la distance algébrique SC est positive car elle pointe vers le même sens que celui de la propagation de la lumière et le centre C se retrouve opposé à la face réfléchissante du miroir. Ensuite, nous allons considérer la formation de l'image pour un miroir sphérique de type concave. Pour cela, on considère un rayon incident depuis un point objet noté A1. Ce rayon va arriver sur le miroir sphérique en un point d'incidence noté I1. Selon la loi de la réflexion, le rayon sera réfléchi de façon symétrique avec la normale qui passe par le centre C et il va couper l'axe optique en un point A2 qui n'est d'autre que l'image du point A1. Ensuite, nous considérons un rayon d'inclinaison différente par rapport au premier qui va arriver sur le miroir sphérique en un point d'incidence I1'. Le rayon réfléchi va passer cette fois-ci par un nouveau point A'2 qui n'est autre que l'image de A1 par le miroir sphérique. Et on obtient respectivement des angles oméga et oméga' entre la normale I1C et l'axe optique, puis la normale I1'C et l'axe optique. Donc le fait d'obtenir deux images pour un même point objet signifie que le miroir sphérique n'est pas forcément rigoureusement stigmatique. Et donc les conditions de stigmatisme approchées, on les obtient en appliquant l'approximation de Gauss. Et justement, on va utiliser les angles oméga et oméga' pour démontrer cela. Donc en utilisant le schéma précédent, on peut obtenir les conditions de stigmatisme pour le miroir sphérique. Donc en considérant le triangle A1, I1, C, et en appliquant la loi des sinus dans ce triangle, on obtient une première relation sinus I sur CA1 égale à sinus alpha sur CI. Et encore de manière similaire, si on travaille dans le triangle CIA2, et en appliquant la loi des sinus dans ce triangle, on aboutit à la relation sinus I sur CA2 est égal à moins
sinus alpha prime sur CI, bien sûr en remarquant que les angles alpha prime et CA2I sont supplémentaires. Puis en sommant les membres des deux équations précédentes, membre par membre, on obtient sinus I sur CA1 plus sinus I sur CA2 égale sinus alpha sur CI moins sinus alpha prime sur CI. En remarquant que les angles alpha prime et alpha sont respectivement égaux à oméga plus I et oméga moins I, on peut remplacer par les valeurs de alpha et alpha prime dans l'expression précédente pour aboutir à une formule générale qui donne les conditions de stigmatisme pour le miroir sphérique. Donc la formule intéressante est encadrée en couleur rouge et ça précise que la position du point A2, image de A1, dépend de la position du point d'incidence I. Donc, en se plaçant sous ces conditions-là, on peut, en utilisant l'approximation de Gauss, celle qui dit que les rayons doivent être paraaxiaux par rapport à l'axe optique et donc les angles faibles, oméga est très inférieur à 1 et donc le cosinus oméga tend vers 1. Et on obtient une relation de conjugaison entre A1 et A2 par rapport au centre du miroir sphérique, à savoir 1 sur CA1 plus 1 sur CA2 égale A2 sur CS. À partir de cette relation-là, en utilisant des relations de Chasles successives faisant apparaître le sommet S du miroir, et en divisant les deux membres de la dernière équation par SA1, SA2, on obtient la formule de Descartes qui exprime la relation de conjugaison entre un point objet A et son point image A2. Donc lorsqu'on est placé dans les conditions d'approximation de Gauss, on peut schématiser le miroir concave et le miroir convexe par les formes ci-dessous. Parlons maintenant de deux points très importants qu'on appelle les points cardinaux pour le miroir sphérique. Ce sont ces foyers, le foyer image et le foyer objet. Par définition, le foyer image F2 correspond à l'image d'un objet situé à l'infini. Le foyer objet F1 correspond à l'objet d'une image située à l'infini. Donc pour obtenir la position du foyer image F2, il suffit de mettre le point objet A1 à l'infini, soit une distance algébrique SA1 tendant vers l'infini, ce qui veut dire que 1 sur SA1 tend vers 0. En remplaçant dans la relation de conjugaison du miroir sphérique, on obtient finalement SF2 égale à SC sur 2. De même, pour obtenir la position du foyer objet F1, il suffit de mettre l'image cette fois-ci à l'infini, donc SA2 tend vers l'infini, ce qui est équivalent à 1 sur SA2 qui tend vers 0, tel que l'on coïncide A1 avec F1, et on obtient, à partir de la relation de conjugaison, que F1 égale à SC sur 2. Donc, en remarquant que les deux formules sont équivalentes, cela voudrait dire que SF1 égale à SF2, ce qui prouve que les foyers objets et images d'un miroir sphérique sont confondus, situés au milieu de SC. Alors là, vous avez deux définitions importantes. La première concerne la distance focale f' qui est définie par la distance algébrique SF2 entre le sommet S et le foyer image, qui est aussi égale à la moitié du rayon
de courbure du miroir sphérique. Deuxièmement, vous avez la vergence. Donc la vergence d'un miroir est donnée par l'indice n du milieu dans lequel il est placé divisé par la distance focale. Donc la plupart du temps le miroir se trouve dans l'air et donc la vergence sera donnée par 1 sur SF2. Donc sauf mention du contraire, on va prendre toujours cette relation telle qu'elle est, c'est-à-dire vergence définie par l'inverse de la distance focale. Dans le cas général, la vergence d'un miroir sphérique est donnée par l'indice de réfraction du milieu sur la distance focale, qu'on peut écrire aussi égal à 2 fois l'indice de réfraction du milieu divisé par le rayon de courbure. Donc cette quantité-là s'exprime en dioptrie, notée delta, alors que la distance focale ainsi que toutes les distances algébriques sont exprimées en mètres. Donc, il y a deux remarques importantes. Le miroir est dit concave et donc convergent lorsque son foyer est réel. Le miroir, par contre, est dit convexe et il est divergent lorsque son foyer est virtuel. Donc, à partir de la formule de Descartes, on peut aboutir à une formule qui est plutôt intéressante, qu'on appelle la formule de Newton. Il suffit de prendre la relation de conjugaison entre un point objet A1 et son point image A2 par rapport au centre du miroir, donc 1 sur SA1 plus 1 sur SA2 égale à 2 fois SC, et on utilise une relation de Schall en faisant apparaître l'origine au foyer F. Donc on obtient 1 sur SF plus FA2 plus 1 sur SF plus FA1 égale à 1 sur SF. Donc après développement et simplification, la formule de Newton est facilement démontrée. Donc le produit de FA1 et FA2 est égal au carré de SF qui est la distance entre le sommet et le foyer image du miroir sphérique. Dans cette partie, on donne des règles à apprendre pour faire la construction géométrique de tout rayon incident sur un miroir sphérique. Alors je cite, tout rayon incident passant par le centre C se réfléchit sur lui-même. Tout rayon incident passant par le foyer objet F1 va se réfléchir de façon parallèle à l'axe optique. Et à travers le principe inverse de la lumière, tout rayon incident parallèle à l'axe va se réfléchir en passant par le foyer image F2. Donc rappelons que le foyer image et objet sont confondus pour le miroir sphérique. Ainsi, tout rayon incident en S se réfléchit symétriquement à l'axe optique. On peut encore définir une nouvelle grandeur qu'on appelle le grandissement linéaire transversal. Cette grandeur est notée gamma et elle se calcule en faisant tout simplement le rapport des valeurs algébriques de la dimension de l'image à celle de l'objet. Donc si vous disposez par exemple d'un segment A1, B1, les images respectives de A1 et B1 par le miroir sphérique noté A2, B2 fournissent un segment image A2, B2. Et donc, pour calculer gamma, il suffit de prendre le rapport des valeurs algébriques A2, B2 sur A1, B1. Et on peut prouver que c'est égal à moins SA2 sur SA1. Donc, cette grandeur gamma nous aide à avoir deux informations importantes. Donc si gamma est inférieur à 0, donc rappelons que c'est une valeur algébrique, l'image est en sens opposé et on dit qu'elle est renversée. Si par contre gamma est positif, ça veut dire que l'image est droite. La deuxième information que fournit le grandissement linéaire gamma concerne la comparaison entre les dimensions de l'image et de l'objet.
Si en valeur absolue, gamma est inférieur strictement à 1, l'image est donc plus petite que l'objet. Si la valeur absolue de gamma est strictement supérieure à 1, l'image se trouve plus grande que l'objet. On peut justement vérifier la validité des informations données par le grandissement linéaire si on considère le cas suivant, c'est-à-dire celui d'un miroir concave. Dans le cas d'un objet réel situé avant le centre du miroir sphérique, on obtient une image réelle renversée et plus petite que l'objet. Ceci peut être caractérisé par gamma qui est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire négatif parce que l'image est renversée, d'autant plus que la valeur absolue sera comprise entre 0 et 1 car l'image est plus petite que l'objet. Par contre, dans le cas d'un objet virtuel, on obtient une image réelle droite et plus petite que l'objet pour un miroir concave. Bien évidemment, lorsqu'on dispose cette fois-ci d'un miroir convexe, dans le cas d'un objet réel, l'image est virtuelle, elle est droite et plus petite que l'objet. C'est-à-dire gamma a un signe positif et il a une valeur absolue qui est strictement inférieure à 1. Par contre, s'il s'agit d'un objet qui est virtuel, l'image est également virtuelle, puis renversée, et elle est plus grande que l'objet. Ceci est caractérisé par un agrandissement linéaire qui est négatif et une valeur absolue qui est strictement supérieure à 1 cette fois-ci. Donc ce qu'il faut retenir dans le cas du miroir sphérique, c'est que l'image peut être réelle ou virtuelle. L'image est réelle dans le cas où on travaille avec un miroir qui est concave. Et l'image est virtuelle par contre si on travaille avec un miroir convexe. Et ce qui nous permet de caractériser les images, c'est le rapport de grandissement gamma. On arrive à la deuxième section de ce cours, c'est les dioptres sphériques. Donc un dioptre sphérique, c'est aussi une portion de surface sphérique, mais cette fois-ci, elle n'est pas réfléchissante, mais plutôt réfringente, qui va séparer deux milieux homogènes et transparents d'indices différents qu'on va noter N1 et N2. Donc par conséquent, elle possède les mêmes points cardinaux qu'un miroir sphérique, à savoir un centre et un sommet. Pour faire la différence entre un dioptre sphérique concave et un deuxième convexe, il suffit de repérer la position du centre C par rapport aux deux milieux. Donc lorsque C appartient au premier milieu, c'est-à-dire au milieu d'incidence, on parle d'un dioptre concave. Lorsque le centre C par contre est situé dans le deuxième milieu, alors on parle d'un dioptre sphérique convexe. En rappelant que les lois de Snell-Descartes pour la réfraction restent valables dans le cas d'un dioptre sphérique et en utilisant respectivement la loi des sinus dans le triangle CA1I et CA2I et en remarquant que l'angle I1 et I2 sont respectivement les angles d'incidence et de réfraction, on aboutit à une formule encadrée en rouge qui est donnée par N1 CA1 sur IA1 égale à N2 CA2 sur IA2. Alors, cette quantité-là, NCA sur CI, est invariante dans la traversée du dioptre sphérique. Et on parle d'invariant fondamental du dioptre. Maintenant, se servant de l'invariant fondamental du dioptre sphérique, puis en se plaçant dans les conditions de Gauss, on peut dire que S sera confondu avec le point d'incidence I, et donc l'angle oméga
va être très faible. On peut alors écrire une première relation en introduisant le point C dans une relation de Schall et on obtient N1 CA1 sur SC plus CA1 égale à N2 fois CA2 sur SC plus CA2. Puis en utilisant le produit en croix et en divisant par CA1 SC CA2, il vient que N1 sur CA2 moins N2 sur CA1 égale à N1 moins N2 sur CS. Et on parle alors d'une relation de conjugaison entre le point objet A1 et le point image A2 avec origine au centre C. Alors, la relation de conjugaison pour le dioptre sphérique avec origine au sommet S peut s'obtenir facilement à partir de la relation précédente en introduisant par relation de Schall le point S. On aboutit alors à la formule finale N1 sur SA1 moins N2 sur SA2 égale à N1 moins N2 sur SC. Et on peut remarquer que lorsque le rayon de courbure SC tend vers l'infini, c'est-à-dire que le plan n'est plus, que le dioptre n'est plus sphérique, mais il est équivalent à un dioptre plan, on retrouve la même formule de conjugaison du dioptre plan donnée par le rapport invariant SA2 sur SA1 qui est égal à N2 sur N1. Comme ce que l'on a fait pour le miroir sphérique, lorsqu'on se place dans les conditions de Gauss, les dioptres sphériques prennent les formes suivantes. Donc à gauche, vous avez le dioptre concave qui est en creux, puis à droite, le dioptre convexe en bosse. Et on continue avec les points cardinaux également pour le dioptre sphérique. Et on évoque les foyers. Alors, pour obtenir la position du foyer objet, il suffit de mettre le point A2 à l'infini. Et donc, A1 va tendre vers la position du foyer objet F1. Et donc, en remplaçant dans la relation de conjugaison, on obtient SF1 égale à N1 sur N1 moins N2 multiplié par SC. Et pour obtenir la position du foyer image, il suffit de mettre A1 à l'infini et donc A2 se trouve confondu avec le foyer image F2. Ceci permet, en remplaçant dans la relation de conjugaison, de trouver que SF2 égale à N2 sur N2 moins N1 multiplié par SC. Et donc on peut remarquer quelque chose de différent par rapport au miroir sphérique, c'est que les foyers ne sont pas confondus, mais ils sont toujours situés de part et d'autre du sommet du dioptre. Donc si F1 est réel, F2 l'est aussi et vice versa. Et puis les foyers sont symétriques par rapport à leur milieu, comme peut le prouver la dernière formule. Alors ici, je vous laisse le soin de retrouver la formule de Newton. Et en fait, c'est les mêmes démarches que l'on a utilisées dans la partie du miroir sphérique. Et il faut retenir la formule SF1 fois SF2, le produit des distances focales, égale à F1A1 fois F2A2. Nous avons évoqué précédemment dans la section 1 la définition de la distance focale ainsi que la définition de la vergence. Pour le dioptre sphérique, ça sera la même définition, sauf qu'il faudra remplacer dans les formules que l'on vient de trouver. Donc la distance focale serait donnée par N2 sur N2 moins N1 fois le rayon. La vergence sera donnée par contre par N2 moins N1 sur R. Donc ce n'est que l'inverse de la distance focale. Donc la vergence c'est une grandeur algébrique. Donc si N2 moins N1 et SC sont de même signe, C se trouve du côté droit et donc le dioptre est convergent. Si N2 moins N1 et SC sont de signes contraires, C se trouve du côté gauche et donc le dioptre est divergent. Pour différencier entre les dioptres convergents et divergents, rappelons que l'on a
définit deux types de dioptres, à savoir les dioptres concaves et les dioptres convexes. Donc, il suffit pour qu'un dioptre de nature quelconque soit convergent si le point C, c'est-à-dire le centre, se trouve dans le milieu le plus réfringent. Par exemple, pour le dioptre concave convergent, vous avez N1 supérieur strictement à N2. Par conséquent, le centre C se trouve du côté du milieu N1. Pour le dioptre convexe convergent, le centre se trouve par contre du côté du milieu N2 et vous avez N2 supérieur à N1. Dans ce cas-là, les foyers sont réels. Sinon, si le centre se trouve dans le milieu le moins réfringent, alors les dioptres sont divergents. Pour le dioptre convexe divergent, on voit bien que C se trouve du côté de N2 qui est plus petit que N1. De même pour le dioptre concave divergent. Et dans ce cas-là, les foyers sont virtuels. Pour la construction de l'image d'un objet perpendiculaire à l'axe optique, il suffit de tracer deux rayons différents qui se coupent en des points donnés pour déterminer complètement l'image. Alors il faut encore respecter les règles énoncées dans la première section. Et on les rappelle ici. Tout rayon incident passant par le centre C ne subit aucune déviation. Tout rayon incident parallèle à l'axe va se réfracter en passant par le foyer image F2. Et puis inversement, tout rayon incident passant par le foyer objet F1 va se réfracter parallèlement à l'axe optique. Et donc ici, j'ai choisi de vous donner tous les cas possibles pour un dioptre convergent qui reçoit la lumière sur sa face convexe. Donc libre à vous de chercher ce qui se passe pour le cas d'un dioptre divergent. Inutile de rappeler que la formule du grandissement linéaire transversal est une formule générale et donc valable également pour le cas du dioptre sphérique. Donc on a vu que gamma est égal au rapport de l'image et de l'objet. Pour le cas du dioptre sphérique, dans l'approximation de Gauss et en se servant de l'invariant du dioptre, on aboutit à une formule de gamma qui est égale à N1 sur N2 multiplié par SA2 sur SA1. Et donc on utilise les mêmes règles vues auparavant pour comparer l'image et l'objet. L'image peut être soit réelle ou virtuelle et en fonction des valeurs de gamma, on trouve une image renversée ou droite, plus petite que l'objet ou plus grande que l'objet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage et au prochain chapitre. Au revoir.